Comme annoncé, on aborde ce sujet des défis, développement communautaire, l'inclusion sociale et gestion des conflits. Le premier invité est avec nous sur ce plateau, Ferely Pellambre. Un nom francisé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Un nom bantou, francisé. Pellambre. Non, c'est un nom du Seychelles. Un nom congolais. Non, un nom du Seychelles. Seychelles. Le Seychelles, c'est un pays qui est sur les îles. Ah, je vois. Nous sommes donc fixés. Vous êtes professeur. Vous enseignez en Allemagne. Oui, à l'université de Coy, le développement communautaire et l'inclusion sociale. Je suis à la faculté de recherche, développement communautaire et inclusion sociale. Très bien. Alors, du 16 au 17 décembre, donc il y a quelques jours, vous avez co-animé un échange dans le cadre d'une formation qualifiante et accélérée au bénéfice des étudiants scientifiques et académiques sur ce qu'on appelle développement communautaire, inclusion sociale et même développement personnel et leadership. Alors, nous allons contextualiser justement pourquoi une telle formation alors que nos étudiants sont bourrés des théories du début à la fin, du premier graduant à licence, comme aujourd'hui de la première licence jusqu'à master dans le cadre du système LMD. Beaucoup de théories par moment qui ne cadrent pas avec la réalité sur le terrain. Pourquoi une telle formation dite accélérée? Bon, une formation accélérée, c'est une formation normalement qui prend plusieurs années, même au doctorat, mais qui peut se donner en 2 heures, en 3 heures. C'est une formation normale, qualifiante, très très professionnelle. Voilà. Nous allons aborder justement cette affaire de développement communautaire dans un pays comme la RDC. Est-ce que vous connaissez bien la RDC? Je connais très bien la RDC parce que j'ai été consultant à l'Union africaine dans le cadre des pays de l'Est, dans la gestion des conflits intercommunautaires. Et je connais très très bien la RDC depuis 2017. Vous dites très bien. Très bien les provinces. Et quels sont les défis sur le plan développement communautaire de ce pays au cœur de l'Afrique? Le problème du développement communautaire au cœur de l'Afrique, c'est que beaucoup de pays africains ne connaissent même pas le développement communautaire et la gouvernance n'est pas basée sur le développement communautaire. Le développement communautaire parle de la population. Comment réfléchir pour la population? Comment connaître la population? Comment insérer la population dans notre idéologie politique? Comment amener la population à se sentir dans un comportement civique, social et citoyen. Et qui doit le faire? Qui doit faire un tel boulot? C'est le gouvernement. Mais un gouvernement d'abord qui doit être basé sur le développement communautaire. On doit avoir des coachs en politique, on doit avoir des personnes qui sont autour d'un chef d'État, autour d'un ministre, pour leur permettre réellement d'être attachés au peuple. Un président qui n'est pas la vie sociale du peuple est en difficulté lui-même dans sa gouvernance. Alors, il faut avoir le peuple vers toi. Pas vous qui allez vers le peuple. Parce que lorsque vous êtes à la gouvernance, vous êtes le choix du peuple. Alors, vous devez créer une communication participative et franche avec la population pour une bonne gouvernance. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas là dans un monde idéaliste? Vous connaissez comment, par moment, dans certains pays en Afrique, comment on arrive aux affaires. C'est dans le bain des sangs, c'est dans des conflits en armes, c'est des multinationales qui envoient tel ou tel pour les imposer par les moyens qui sont connus, l'Église, la corruption de l'Église, de la société civile, c'est la manipulation par les médias, c'est aussi donc une démocratie des façades. Et quand on parle de problèmes communautaires, c'est dans les discours des campagnes. Et lorsqu'on est aux affaires, les réalités sont tout autres. Oui, parce que en Afrique, bon, prenons le cas du Congo, on n'a pas de bons hommes politiques, on n'a pas de bons politiciens.
Parce qu'un bon politicien est avant tout un père de famille. Un père de famille qui est soucieux de sa population. Et ici, tout le monde est autorité morale. Or, ils ne savent pas que être à la tête d'un parti politique ne veut pas dire que tu es le leader. Parce qu'il y a le leadership et il y a le charisme des leaders. Il y a des personnes qui se disent leaders, or ils sont des managers. Donc, il faut arriver à pouvoir faire la différence entre un leader, un charisme des leaders et un manager. Parce que tout part de là. Tout le monde se lève pour être homme politique. Or, la politique est un style de vie, est une propriété de vie, est une qualité de vie. Aujourd'hui, la population souffre. Au Congo, le Congo c'est le pays... Attention avec le micro, puis il peut tomber. Ouais, voilà. le Congo c'est le pays des rêves. Quand vous sortez du Congo, on est envie du Congo. Moi, j'ai envie du Congo. Les autres étrangers dans d'autres pays, on a envie parce que le Congo, c'est la terre canard. Il y a tout ici. Le Congo seul, soit la province d'Itiro, ou soit la province de Maniema, peut nourrir près de 10 pays en Afrique. Le Congolais ne connaît pas sa chance. Il ne connaît pas l'importance du Congo. Le Congo, c'est une grâce. Nous sommes à quelques pratiquement jours d'une année déterminante, une année de beaucoup d'enjeux. L'année 2023, une année électorale. Sur ce plan, le plan des défis, développement communautaire, l'inclusion sociale, la gestion des conflits, qu'est-ce que les bons politiques et les bons politiciens, parce qu'il n'y a pas que de mauvais, doivent faire, même le mauvais, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir faire bénéficier au peuple, au pays, voilà, ces miracles du ciel? D'abord, le politique doit avoir l'idéal commun. Ici, l'idéal commun, c'est la RDC Congo. On peut être opposant, mais on n'est pas ennemi. On peut être opposant et se changer les idées, travailler ensemble. Mais ici, par exemple, les opposants passent leur temps à critiquer sans proposer. Tu es opposant, propose ce que tu peux. On peut être dans l'opposition et être un bon leader. Alors, voilà les élections qui arrivent. D'abord, tout commence... Si je note bien, le Congo ou le pays doit être la priorité des priorités. La priorité de tout. De toute action politique. Toute action politique. Quelles que soient les couleurs. C'est ça. Voilà. Le problème d'abord, il n'y a pas de cohésion politique. Le président de la République, c'est celui qui porte la couronne. Porter la couronne, c'est pas facile. Moi, j'ai été conseiller de plusieurs présidents qui ont gagné les élections. Mais... Dans votre pays? Non, pas dans mon pays, parce que... Dans plusieurs pays en Afrique? Oui, dans plusieurs pays, parce que dans le cadre de l'Union africaine? Dans le cadre de l'Union africaine, parce que je suis consultant dans certaines choses. Mais cette Union africaine, c'est une caisse de résonance, c'est vide, c'est l'Union africaine, c'est vide. Non, l'Union africaine n'est pas vide, au fait. Oui. L'Union africaine est érigée à plusieurs stratégie. C'est une provocation. Revenons au sujet. Je suis par moments provocateur. Okay. J'ai aussi beaucoup couvert à l'Union africaine. Okay. Je sais de quoi je parle. Okay. Mais ce n'est pas le débat ce soir. Donc, les politiques doivent prendre pour priorité le Congo. Ils doivent avoir l'idéal commun, c'est le Congo. Laissez vos différences là. On n'aime pas Félix, on n'aime pas... Laissez ça. Le Congo a des problèmes. Comment s'asseoir pour réfléchir? On a des problèmes communautaires qui déciment la population. On a des problèmes frontaliers qui déciment la population. On a des richesses ici que nous, les étrangers, on vient prendre pour aller ailleurs. Ça aussi, c'est un cas qu'il faut réfléchir. Parce que tout doit être d'abord le Congolais d'abord. Si vous ne mettez pas en place les stratégies de gouvernance d'une bonne cohésion, quelque chose qui est séparé, on ne peut pas bien diriger. Donc sans le Congo comme priorité des priorités, il faut être unis. Il faut être unis. Quelles que soient les divergences et les différences. C'est ça.
les divergences d'opinion, quels que soient les partis. Quels que soient les partis. Justement. Troisième élément, ça c'est extrêmement important. Mais il y a aussi des causes endogènes et des causes exogènes. Parmi les causes exogènes, il y a la prédation. Les Occidentaux ont trouvé qu'ici, il faut déstabiliser et se servir toutes les années, donc depuis la nuit des temps. Et un défi facile à relever. Le développement communautaire, c'est la science qui justifie et qui pose des bases dans un pays. Qui parle de développement communautaire parle de la population. La population même est divisée. Ceux qui dirigent la population est divisée. C'est normal. Un mur qui est fissuré, les lézards passera toujours. Vous ne pouvez pas avoir les Occidentaux ou nous qui sommes d'autres pays. Donc un mur qui a des trous, les lézards rentrent. Quelqu'un qui vient d'une puissance extérieure ne peut jamais faire quoi que ce soit s'il trouve des enfants unis. Le Congo souffre parce que tout le monde est anarchique. Je vais vous donner un exemple. Il y a plusieurs partis politiques ici. Or, si vous sondez les partis politiques, ils ont les mêmes objectifs. Comme par exemple, de l'année 2018 jusqu'à aujourd'hui, on a 413 partis politiques. 413 partis politiques qui ont été créés pour soutenir le président de la République. Mais comment soutenir quelqu'un si on n'est pas dans le même parti politique? Alors que si tous ceux qui soutiennent le président de la République rentrent dans son parti politique, on aura encore plus assez d'énergie pour mieux travailler. Mais on ne peut pas prétendre vouloir travailler avec quelqu'un, le président, ou soutenir le président, et on est différent dans d'autres partis politiques. Donc, d'abord à la base, le Congolais doit être uni. Le Congolais doit avoir l'idéal commun. Quand on parle de l'idéal commun ici, c'est le Congo. Notre intérêt, c'est le Congo. Comment faire pour que le Congo avance? Comment faire pour que le Congo devienne meilleur? Comment faire pour que les étudiants aient travail? Comment faire pour que la population ait au moins un style de vie social? Arrêtons d'imaginer. Allons-y directement au problème. Donc, en troisième position, j'aime bien que ceux qui nous suivent retiennent les décideurs, tout comme le peuple, le Congo d'abord, c'est ça l'idéal. Le Congo d'abord. Oui, l'unité. L'unité. Parce qu'un mur avec des fissures fera toujours passer des lézards et d'autres insectes dangereux. Je vous donne un exemple. Et puis vous venez de parler de le nombre impressionnant des partis politiques. Le nombre impressionnant. Qui ont d'ailleurs le même idéologie. La même idéologie. Donc il faut réduire les partis politiques. Il faut réduire jusque peut-être 3 ou 4. Non, pas 3. On peut arriver à 105, 106. Même 100 c'est trop quand même. Non, même 100. Oui. Si ces partis politiques. Quel est le pays au monde qui a 100 partis politiques? Il y en a beaucoup. 100 partis politiques. Il y en a plus, mais d'autant plus. Alors, oui. D'autant plus. Mais le Congo c'est quand même un record. Oui, parce que le problème du Congo n'est pas identique au problème des X. Justement. Donc, réduire le nombre de partis politiques. Réduire le nombre de partis. Et les quantifier. Les classer selon l'idéologie. Les libéraux, ils ont une coalition. Ouais. Les socialistes ont une coalition. Et puis, voilà, les centristes aussi, par exemple. Voilà. Ok. Oui. Et puis après? Ensuite, il faut permettre à la population de se sentir importante. Parce que la population ne sait rien, n'entend rien, ne voit rien. Mais je vais vous donner des exemples. Il y a des provinces à l'Est qui ne savent pas qui est le président de la République présentement. Je vous dis, il y a des populations pour eux, le président, c'est Kabila enfant, jusqu'en ce moment. Vous êtes passé par où? Ils vous ont dit que c'est Kabila? Moi, je vais beaucoup à l'Est. Non, je dis... ne vous hasardez pas sur un terrain dangereux. Vous êtes passé dans quel coin où on vous a dit c'est Kabila qui est le président? Non, je dis toujours qu'il y a des populations qui ne savent pas qui est le président parce qu'ils n'ont pas d'informations. Déficit de communication. Déficit de communication. Donc pour eux, le président actuel, toujours, c'est Joseph Kabila. C'est le fils Kabila. Alors je retiens qu'il faut
une proximité avec la population. Il faut établir une communication franche avec la population. On appelle ça la communication participative. Emmener la population à s'intéresser à l'État. Savoir que l'État travaille pour elle. Savoir que l'État est là réfléchi pour elle. Ça exige la redevabilité vis-à-vis donc de la redevabilité de ceux qui ont reçu mandat et à l'exécutif et au législatif de pouvoir rendre compte au peuple. Parce que cette communication, c'est pas quand même... Si eux-mêmes, je prends un exemple, un député de l'Est qui habite à Kinshasa, il est député de Kinshasa ou bien là-bas. Ils ne vivent pas là-bas, ils viennent vivre ici. La population ne les voit pas, la population ne les connaît même pas. Il y a ce problème. Comment peut-on élire celui qu'on n'a pas connu? À moins qu'il soit tombé du ciel ou que ce sont les urnes qui l'auraient fabriqué quand même. Aujourd'hui, les populations sont beaucoup dans l'imaginaire. D'autres vont voter X parce que l'autre a demandé de voter X sans le connaître. Il faut rapprocher l'État à la population. Mais on a dirigé, on a fragmenté beaucoup de provinces. De 11, nous sommes à 26 provinces. Et du coup, on a dit c'est pour rapprocher les dirigeants, des gouvernants du peuple, pour les rapprocher. Les rapprocher. Selon vous, en tant qu'expert, cette fragmentation, cette décentralisation n'a pas payé? Ça a été théorie et non pratique. Parce que les députés qui prétendent être des députés du peuple, lorsqu'ils gagnent, ils deviennent des députés des partis politiques. On ne les voit plus. C'est une réalité dans les zones rurales. On ne les voit plus. Des députés mais qui ne connaissent même pas le nombre de villages de la province. Ils ne savent pas. La population manque de présence de la présence du gouverneur. Ils ne savent pas. Et du coup, il n'y a pas redevabilité ou le rendre compte. Il n'y en a pas. La population n'est informée de rien. Sérieusement. Et moi, je parle beaucoup des zones rurales. Alors, qu'en est-il de l'inclusion sociale? C'est quoi l'inclusion sociale? L'inclusion sociale est différente de l'intégration sociale. L'inclusion sociale, c'est un ensemble d'actions qui permet à des individus de se sentir égaux. Un exemple. Dans l'inclusion sociale, il n'y a pas tel est riche, tel n'est pauvre. Tout le monde a sa place. Tout le monde se sent aimé. Tout le monde se sent important. On a besoin de lui. Tout le monde a besoin de lui. C'est pas quand même une comparaison au niveau du charroi automobile, du train de vie et autres. Vous voulez dire que tout le monde a le minimum vital. Tout le monde mange à satiété. Et tout le monde accède aux soins de santé, à l'eau potable. Il a de la lumière dans la maison, qu'elle vienne de la centrale hydroélectrique, qu'elles viennent de panneaux solaires, on a ce qu'on a pour la vie. Et tout le monde avance ensemble, en même temps, sur le même pied d'égalité. Pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour y arriver, il faut intéresser la population. Est-ce que ce n'est pas la redistribution équitable des richesses, du revenu? Tout part de la population. Si la population se sent intéressée dans toutes les activités que vous allez faire, vous allez réussir. Sans intéresser la population qui est concernée, vous n'allez jamais réussir. L'intégration, par contre, permet à un nombre de personnes de se sentir considérées. Or, l'inclusion sociale permet à un ensemble de personnes de se sentir considérées. C'est différent. Tant qu'il n'y a pas de communication franche, surtout, et de participation entre la population et l'étatique, beaucoup d'actions ne vont pas aboutir. L'État-providence, qui consiste à résoudre tous les problèmes auxquels on fait allusion, même pour enterrer ceux qui quittent le monde de manière brutale ou de manière paisible, par accident ou maladie, l'État-providence, avec leurs animateurs qui doivent donner un peu de poulet, un peu de viande, un peu de farine, un peu de riz,
à la population aux dates bien connues, Noël 25 décembre et 1er janvier, appelé Saint-Sylvestre, c'est pas un État qu'il faut encourager dans le cadre du développement? Ce n'est pas un État qu'il faut encourager. Parce que le style de vie doit être récurrent. On ne doit pas entendre, lorsqu'il y a les fêtes, pour vous donner à manger, pour donner un poulet à un travailleur. On ne doit pas entendre. Le Congolais doit être sociable et social. Permettre à la population de savoir que les gens réfléchissent pour eux. Les gens pensent à eux. Et je vous jure, tant que la population pensera que la gouvernance s'intéresse à leur mode de vie, la population serait là pour la gouvernance. Alors je comprends bien, vous dédouanez la population, c'est pas de sa faute, on l'a pas éduqué à marcher de cette manière, à participer à la gestion de la cité. C'est ça. Vous voulez ici, sans couper la queue au diable qui attaque le Congo ou qui pille ses richesses, vous dites seulement que c'est la désunion, c'est le manque d'unité des Congolais qui ouvre les portes aux prédateurs. Maintenant, parlons de ces conflits communautaires. Il y en a qui pensent qu'ils sont plus humains, plus importants que les autres dans un territoire, dans un coin. Il y en a qui ont été accueillis ici il y a des décennies et qui revendiquent à tout moment, même par des armes, leurs droits. Alors, comment résoudre ces conflits qui deviennent récurrents et que certains politiciens, les mauvais, capitalisent en temps électoral? Le problème des conflits, on doit les distinguer en trois sortes. Il y a les conflits communautaires qui sont dans les provinces et il y a les conflits interfrontaliers. Le Congo est sur un joug égoïne, attaquer ici, tirer ici, à telle enseigne que la population se retrouve et dans des conflits communautaires entre eux-mêmes et dans des conflits des personnes qui viennent les attaquer. Oui, comment résoudre ces connus, si racontés dans les livres et tout ça, c'est devenu un marché, plutôt un fonds de commerce politique pour les soi-disant leaders. Comment résoudre ces conflits? D'abord, sachez que nous qui sommes des spécialistes en gestion de conflits armés, nous, on ne fait jamais d'analyse. On fait des constats. C'est-à-dire, nous, on part sur les lieux des problèmes. Même si c'est en zone de guerre, on va. On prend notre temps d'étude. On vit le conflit. Vous avez en portant les antiballes. On a des personnes qui sont avec nous pour notre protection. Si c'est l'Union africaine qui nous envoie, ils mettent des personnes avec nous pour aller dans ces zones. Si c'est nous-mêmes en contrat avec un État, l'État met des personnes avec nous pour aller. L'Union africaine, avec une commission, un gouvernement faible, dirigé par Moussa Faki, cette Union africaine qui est comme un petit oiseau entre les mains dans la main de l'Union européenne, parce que tout vient de là. Alors, quelle union peut chercher le bonheur du peuple africain? L'Union africaine, c'est l'institution qui s'occupe beaucoup des populations et qui réfléchit pour les populations. Ça, c'est la théorie. C'est pas la théorie. C'est pas la théorie. Quand il y a les coups d'État, eux-mêmes, d'abord, ils ne s'informent pas. Ils veulent que tel tombe au camp parce qu'ils sont sous-traités. Quand il y a des problèmes, on tue dans l'Est, tout le monde a fermé sa bouche, même Moussa Faki et son adjointe. Non, ce que vous devez savoir, chaque État, chaque pays a ses règles, a ses ordres. Donc, l'Union africaine ne peut pas venir imposer ni soit s'impliquer d'un problème d'un État si l'État n'a pas demandé à l'Union africaine de venir. C'est comme ça. Voilà. Bon, maintenant, allons quand même tout droit au but. Je ne vous entraîne pas sur ce terrain-là, parce qu'on risque d'avoir un débat. Vous n'allez pas comprendre. Comment? Non, vous n'allez pas comprendre. Je comprends mieux. Comment vous allez résoudre ces problèmes? Vous dites, vous ne faites jamais les analyses. Nous, on fait vous des faites constats. plutôt les constats. Vous allez même là où ça tire. Oui. Vous avez déjà été dans la partie orientale du pays. Où ça tire. Pendant que ça tire entre les Rwandais, la milice rwandaise et l'armée soutenue par l'armée rwandaise et nos forces armées. Vous avez été à Kicheche?
Je suis quelqu'un de terrain, on m'appelle l'homme des zones rurales. Oui, vous avez été à Kichiché. Dans mes services, On a fauché, on a massacré 300 Congolais. Et tout comme je vous disais tout à l'heure, nous on ne fait pas d'analyse, nous on fait des constats. Oui. Donc écoutez, dans un premier temps, il faut connaître les prémices du conflit, connaître la nature aussi du conflit. S'il y a un conflit dans une province, nous, lorsque l'État ou quiconque prend un contrat avec nous pour nous envoyer, nous on arrive avec notre équipe, on cherche à connaître d'abord les causes, les prémices réelles. Parce qu'il y a des causes qui sont des façades. Il y a des causes qui sont cachées. Or, il y a des causes lointaines. Je vous prends un exemple. Dans le conflit de Maïndombe, dans un village, tout a commencé par un puits. Ce puits-là, il y a eu les 2 communautés qui sont tuées à plus de 100 morts. C'est venu comment? Nous quittons Maïndombe parce que vous risquez de vous entraîner sur un terrain. Bissoba Ramboka, nous, fils du pays, on connaît ce qu'il y a eu. Rentrons dans l'Est, on termine par là. Pierre Payan a dit, les fameux génocides au Rwanda, ça a été bien planifié pour exporter le conflit au Congo et piller les richesses du Congo. Vous suivez ce qui se passe, on exploite le Nobium, en Mwenga, tout ça, et les richesses partent, et nous on reste dans cet état, avec nos morts, avec notre pauvreté. Ça ne vous dit rien? Vous qui faites le constat. Et comme je vous ai dit, moi j'adore le Congo. Le Congo, c'est un pays que tout le monde rêve. Oui. Si moi je pouvais mourir aujourd'hui pour naître congolais, j'allais faire. Parce que j'adore le Congolais, j'adore ce pays. Donc ce pays me tient beaucoup à cœur. Le problème de l'Est du Congo, il ne faut pas chercher à avoir les prémices présentes. Il faut chercher à avoir des prémices lointaines. Tout part du génocide Rwanda-Burundi. Parce que le Congo, l'Est du Congo a été une zone paisible avant, où il y avait bon vivre, où il y avait tout. L'Est a été hospitalier vis-à-vis à ces 2 populations. On y reviendra. Vous comprenez que vous êtes intéressant. Vous avez compris pourquoi je suis taquin. Vous quittez le Congo quand? Je suis là jusqu'à fin janvier. Alors, nous allons encore faire appel à vous. D'accord. C'est pas terminé. Je sens que vous êtes intéressant. Je vais vous associer à d'autres formats. C'est pas moi, c'est Télé 50, notre média. Merci d'être venu. Ferreli Pelambre. Ferreli Pelambre. Oui. Pelambre. Voilà, vous êtes expert en développement communautaire, gestion des conflits et même inclusion financière et puis formateur. On pourra davantage vous découvrir. Merci d'être venu et d'avoir porté votre voix à ce débat. J'aimerais dire à tout Congolais, votre pays, c'est une grâce pour l'Afrique. Soyez unis, soyez constants, soyez sûrs de vous, ayez confiance en vous. Votre pays, c'est le Canaan de toute l'Afrique. Merci beaucoup, Ferreli. Je vais vous avoir encore cette semaine. Je vais consulter mon collègue Bellarmé Katalay et même la direction générale. Si on peut vous associer à d'autres échanges, pas dans les polémiques, mais dans la recherche des solutions aux problèmes qui se posent. Merci. Merci. Nous allons boucler avec un pharmacien, Olivier Kabera. Oui, nous sommes souvent soumis à l'automédication. On examine la résistance aux antibiotiques et les conséquences qui en découlent. La santé a un prix.